Taliban Studio. Salut les petits joueurs du XXIe siècle, bienvenue dans Herbite Critique, l'émission critique d'Herbite. Si ces saloperies me laissent un petit peu le temps, je vais avoir le temps de vous parler de la meilleure saga horrifique du monde et peut-être même une des meilleures sagas de science-fiction de tous les temps, la saga Alien. Alien fait partie de ces films qui ont instauré les codes du slasher movie et qui donc a révolutionné le genre de science-fiction et de films d'horreur. On va donc revenir dans un premier temps sur la quadrilogie originale, puis on s'attaquera aux heures sombres de l'histoire. Toi-même tu sais. Aussi, les versions longues ou director's cut de ces films étant assez différentes des versions du cinéma, on s'attardera dessus pour chacun des opus. On va donc commencer directement avec le premier opus, Alien, le 8e passager, sorti en 1979. Et oui, je t'avais remarqué, petite saloperie. Ce film, mon Dieu, ce film génial. Un film d'auteur que personne n'attendait et fait par de jeunes artistes. Avec Ridley Scott qui n'avait fait qu'un seul film qui s'appelait Les Duellistes. Et c'est aussi là le deuxième film écrit par Dan O'Bannon. Et avec un casting de quasi inconnus, avec par exemple Ian Holm que vous reverrez dans Le Seigneur des Anneaux en tant que Billy Bonsake, et Sigourney Weaver que vous reverrez dans des films comme Paul, Chappie, SOS Fantôme, Avatar et plein d'autres. Le film raconte l'histoire d'un groupe d'hommes et de femmes en mission commerciale de routine dans un immense cargo spatial. Alors que le voyage de retour est en cours, ces derniers vont se réveiller d'hypersommeil par l'intelligence artificielle du vaisseau, Maman, alors qu'ils sont encore très loin de la Terre. Un signal de détresse venant d'un astéroïde les oblige à aller voir ce qui se passe. Et bien sûr, comme vous vous en doutez, rien ne se passera comme prévu. Si vous n'avez jamais vu les aliens et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, quittez la vidéo tout de suite. Vous mettez en pause, vous allez voir les 4 films aliens et vous revenez. Ou si vous vous en foutez, vous restez, moi je m'en fous, la vue elle est comptabilisée. Ils m'ont retrouvé, putain. Ils m'ont retrouvé, c'est con. C'est pour de l'émission. Si vous avez déjà vu des slashers comme Vendredi 13, Scream, Freddy ou autres, vous savez déjà que la quasi-totalité des personnages vont crever. Alien fait partie des films qui ont instauré les codes du slasher, donc on peut pas trop lui en vouloir. Mais le film garde vraiment une atmosphère stressante et un côté malsain que les autres n'ont pas. Donc rien que pour ça, voyez ce film avec l'œil de quelqu'un qui n'a jamais vu un slasher. Et arrêtez de voir vos films pérables. Au lieu d'aller voir Chucky, le remake nul à chier au cinéma, allez voir Alien. Ou rematez-vous Alien. Au choix. Mais matez pas ces films de merde, allez plutôt mater des bons films. Ici, les personnages ne sont pas des stéréotypes, ils ont leur volonté propre, leur personnalité. Ce sont de vrais humains qu'on a devant nous et pas des personnages. On a par exemple le capitaine Dallas, qui lui cherche à défendre ses compagnons à tout prix. On a la pragmatique et déterminée Ripley, notre héroïne. Nous avons les bienveillants mais avares Brett et Parker, l'émotive Lambert, Kane et le froid et calculateur Ash. Tous ces personnages ont un intérêt différent ou commun, ça dépend lesquels, et tous ont leur manière de réfléchir et de vouloir atteindre leurs objectifs. Même si j'avoue que Lambert me pète un peu les roustons avec ses crises de panique ou elle braille comme ça. Bon, c'est humain comme réaction donc je vais pas gueuler. Mais bon, tout ça pour dire que avoir des êtres humains devant nous et pas des personnages stéréotypés comme la blondasse et le mec qui est dans l'équipe de football, là, on a vraiment un affect pour eux et même si on sait qu'ils vont tous, ou presque tous, crever, on a de l'espoir et on se dit putain, toi je veux que tu survives parce que toi je t'aime bien. On met de côté le côté cinématographique. Met de côté le côté. Le film nous offre un univers riche et intéressant, avec une bande de camionneurs de l'espace dans une espèce de poubelle spatiale. Et en fait, cet endroit, toujours sale et toujours en panne, baigne dans une lumière assez intéressante et mystérieuse, et les différentes pièces semblent être greffées les unes avec les autres de manière dégueulasse, comme du rafistolage en fait. Et ça donne vraiment une ambiance et un univers qui lui est propre.
et que je trouve vraiment personnellement très intéressant. Avec ça, l'artiste H.G. Giger a fourni un nombre de designs assez impressionnant dans lequel il mélange l'organique et le mécanique et ça donne vraiment froid dans le dos. On retrouve ça avec le design du vaisseau alien dans lequel il trouve l'œuf, enfin les œufs, et on retrouve ça dans le design du facehugger, cette créature s'agrippant à votre visage pour planter un embryon, et on retrouve surtout ça aussi dans le design de l'alien en lui-même, le xénomorphe. En parlant du xénomorphe, celui-ci est une des créatures les plus effrayantes du cinéma et son apparence retranscrit parfaitement encore une des thématiques du film, le viol. En effet, que ce soit la forme phallique de son crâne ou encore sa langue et sa queue perforant ses victimes de force, sans oublier le facehugger qui enfonce son appendice dans la gorge de sa victime afin d'y déposer un œuf, tout rappelle le viol. On ajoute à ça la couleur blanche du liquide composant H, sa tentative d'étouffer Ripley avec un magazine en lui enfournant dans la bouche, plié de cette manière dans une chambre remplie de photos explicites. Vous l'aurez compris, cette thématique englobe entièrement le film. En parlant de H, ce dernier sert la compagnie pour laquelle travaillent nos héros, et seulement cette compagnie, au même titre que l'intelligence artificielle du vaisseau, Maman. Dans ce film donc, l'intelligence artificielle n'obéit qu'aux intérêts de sociétés malsaines et non à celles de l'homme. La preuve, le robot attaque directement un humain. Les règles de la robotique d'Asimov, les mecs. Les règles de la robotique d'Asimov, putain. À la musique, Jerry Goldsmith nous offre une BO très immersive, nous plaçant dans l'univers d'Alien très stressant et dans l'immensité de l'espace très mystérieux. Jerry Goldsmith qui nous a déjà donné de très bonnes BO comme celle de La planète des singes, Rambo ou du film Star Trek. L'espace, frontière de l'infini. En ce qui concerne la version Director's Cut, elle fait 1 minute de moins que la version originale, certaines scènes étant raccourcies, voire remontées, plusieurs plans étant trop longs pour Ridley Scott. Mais par contre, d'autres scènes ont été allongées, comme la scène de l'œuf, de la mort de Brett ou encore de l'examen de Kane dans le laboratoire, voire même ajoutées. C'est le cas par exemple de la scène du signal, où l'équipage écoute attentivement le signal de détresse reçu, ou encore la scène de Ripley quand elle découvre Dallas et qu'elle l'achève. Personnellement, je préfère la version Director's Cut. Et bien sûr, vous le saviez pas ça. Vous êtes là, mais non, c'est pas, on regarde le film comme ça, nous, hein, pour se divertir. Mais faut apprendre. Le cinéma, c'est un art, putain, un art. Enfin bref, Alien le 8e passager est un putain de bijou que je vous conseille de voir ou de revoir. En tout cas, nous, on va passer au deuxième film, Aliens, avec un S, de James Cameron, sorti en 1986. Oh non. Après le succès du premier film, le studio a très vite voulu faire une suite, et l'ont donc confié à James Cameron, réalisateur iconique qui nous a livré des super films comme Terminator 2, Titanic ou encore Avatar. Putain, le CV du mec, respect. Après 57 ans de dérive dans l'espace, Ellen Ripley est enfin retrouvée en hypersommeil. Malgré son rapport, elle n'est pas prise au sérieux par les militaires quant à la présence de l'alien. Seulement, des colons présents sur la planète du premier film disparaissent et Ripley décide d'accompagner une escouade de Marines dans leur mission de sauvetage. Ce film est très différent du premier mais il n'en reste pas moins aussi bon. Là où dans le premier on avait un film d'horreur slasher, ici on a un film d'action horrifique. Ce qui n'est pas un problème en soi, car une fois qu'on a réussi à tuer l'alien une première fois, sa menace est moins grande, même s'il est très dur à tuer. Un petit peu comme ma daronne. Très dur à tuer. Trop dur. Non, ici, pour remettre la menace à niveau, on a décidé de multiplier les aliens, d'en faire une vraie colonie, pour montrer un vrai ennemi, un vrai danger à nos Marines. Et à Sigourney Weaver, alias Ripley. D'ailleurs, la réalisation de James Cameron est géniale. On sent vraiment la course contre la montre que subissent nos personnages, les scènes d'action sont très efficaces, très jouissives, et en plus de ça, on garde toujours l'aspect horrifique du premier film, donc pour moi c'est tout bénef. Les personnages sont très attachants. Con, mais attachant. Les Marines sont tous marrants et sympas, même si le personnage de Hudson joué par Bill Paxton et Ripley mon frère fait comic relief forcé, mais je l'aime bien quand même. Ripley, qui s'est engaillardi depuis le premier film, est également confronté à un nouveau androïde avec Bishop, interprété par Lance Henriksen. C'est très drôle de voir Lance Henriksen jouer un androïde quand on sait que plus tard pour le jeu vidéo Detroit Become Human, il jouera un homme qui possède un androïde. La méchante entreprise qui sacrifie ses employés est visible de deux manières dans le film. D'abord avec le conseil qui juge les événements du premier film,
les actions de Ripley, et ensuite avec le personnage de Burke, un enculé qui est tellement un fils de pute que chacune de ses actions pourrait être qualifiée de publicité pour la contraception. J'irai jusque là, oui. Il y a d'ailleurs une scène coupée qu'on ne verra même pas dans la version longue, dans laquelle Ripley retrouve Burke, qui a un alien dans le bide, Burke lui demandant de l'achever, et Ripley qui dit non et qui se casse, le laissant crever de la manière la plus dégueulasse possible. C'est dommage qu'on ne l'ait pas, je trouve, parce que de 1, c'est extrêmement jouissif, parce que ce mec est un enculé, et de 2, parce que ça aurait fait un super parallèle avec le premier film, dans lequel elle achève Dallas, dans la version longue. Dommage. La nouvelle thématique importante de ce film est la maternité. Déjà, on introduit la reine alien, ce qui permet non seulement de compléter la compréhension du schéma de reproduction de l'alien, mais aussi on nous présente que cette dernière tient à ses œufs et à sa progéniture. En face d'elle se trouve Ripley qui a perdu sa fille après toutes ces années de sommeil et qui a trouvé en Newt une nouvelle fille. C'est également pour ça que Ripley touche aux œufs de la reine, ce qui la fait souffrir. La reine veut se venger et tuer la fille de Ripley, et cette dernière l'en empêche. Ce n'est pas un combat de femme contre alien, mais un combat de mère. D'ailleurs, comme l'a très bien souligné Durandal, la director's cut de ce deuxième film introduit une scène très importante où on comprend que la fille de Ripley est morte et qu'elle n'a pas eu d'enfant. En fait, elle a eu un sentiment de trahison dû à l'absence de sa mère. Ripley donc s'en veut, et ça renforce le lien qu'elle a tissé avec Newt. D'ailleurs, cette director's cut contient une vingtaine de scènes supplémentaires et un peu moins d'une vingtaine de minutes de plus. Ce qui peut paraître dérisoire, mais qui est très important car on a plus de développement de personnages, comme dans à peu près tous les films de James Cameron, donc n'hésitez pas à regarder-le vraiment en version longue. On ajoute à ça une BO signée James Horner, qui nous a fait une BO parfaite, qui est très très mémorable, avec des bonnes scènes d'action bien soulignées, des scènes de tension pareilles, scènes d'horreur, scènes de calme, tout type de scènes sont mémorables. Et alors le mec il a une BO, attendez je vais vous dire le nom de trucs, Star Trek 2, Star Trek 3, Le Nom de la Rose, Fievel et le Nouveau Monde, Willow, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, Fievel au Far West, Braveheart, Apollo 13, Jumanji, Balto, Titanic, Le Grinch, Avatar. Putain on dirait un poker rap le truc. Et c'est ses plus gros... ça fait partie de ses plus grosses productions. Vous l'aurez donc compris, si vous n'avez pas encore vu Aliens, foncez le voir maintenant. Si tu l'as pas vu, arrête la vidéo maintenant, tu le vois, tu fais oh putain il avait raison. Et voilà, on continuera après, 30 secondes, on va voir le film pendant que moi je m'occupe de ces saloperies. Paul. On passe donc ainsi à Alien 3 ou Alien Cube, réalisé par David Fincher et sorti en 1992. Allez. Alors que Ripley, qui s'est échappé avec X, Newt et Bishop, est en biostase, un œuf alien éclot dans le vaisseau, ce qui provoque un incendie. Les capsules de sommeil vont alors être expulsées avant la destruction du vaisseau et s'écraser sur Fiorina 16, une planète servant de prison, abandonnée, mais dont les détenus sont toujours présents. Seulement, un super facehugger semble avoir pondu 2 œufs dans 2 os différents. Ce film est très problématique. C'est-à-dire qu'il a eu un développement et un tournage vraiment chaotique, ce qui a poussé le réalisateur David Fincher à se barrer avant même le montage du film. C'est assez rare pour être souligné. Avant même ces désaccords entre le réalisateur et la production, cette conne de production a annoncé même une date de sortie pour le film avant que le scénario soit écrit. Déjà c'est un peu con. Ensuite, ils ont sorti un teaser, je crois même avant la fin du scénario, avant la fin de l'écriture du scénario, parce que ils ont annoncé les aliens sur Terre. Or, il s'est jamais passé ça dans le film, donc... Les désaccords ont été si importants que David Fincher a renié ce film de sa filmographie, ce qui est quand même un message lourd de sens. Et il ne participera pas non plus à la restauration des films ou à leur version longue. Du coup, les producteurs ont décidé de remonter le film un peu comme ils pouvaient pour s'approcher au plus près de la vision du réalisateur. Ici, pour moi, on ne parlera pas de version longue, mais de version alternative. C'est-à-dire qu'en fait, en plus des ajouts qui ont été faits dans le film, beaucoup de changements ont eu lieu. C'est-à-dire par exemple qu'ici, l'alien ne sort pas d'un chien, mais d'une vache, et que dans la version longue, on ne voit pas la reine alien sortir lors du suicide de Ripley, alors dans la version cinéma, on le voit. Selon moi, c'est pour se rapprocher de la vision de Fincher, mais ça reste qu'une théorie. Dès le début, le film décide de faire crever les personnages avec lesquels Ripley a tissé des liens. Ça permet de la laisser seule, sans aucun allié, et à la fois de répéter la malédiction selon laquelle toute personne qui se lie d'amitié ou d'amour avec Ripley finit par crever. D'ailleurs, pour la petite anecdote, James Cameron n'aimera pas du tout ça. C'est-à-dire que, à ses yeux,
Fincher, à ce moment-là, a craché sur son travail. L'ego d'un homme. Ripley étant seul au milieu d'hommes et plus particulièrement de criminels, l'aspect du viol est clairement exacerbé, surtout lors d'une scène où une tentative a réellement lieu. Si on ajoute à ça le taré qui a déjà violé par le passé et le fait que Ripley porte une reine alien, et donc s'est fait inséminer sans le savoir, cette notion de viol est énormément présente en plus des éléments déjà présentés dans les deux premiers films. Pour le deuxième film, je vous avais expliqué que l'alien ayant déjà été tué dans le premier, il fallait un danger plus grand, en mettant donc une colonie alien avec un nombre incalculable de créatures. Alors, comment rendre le danger plus grand dans le troisième? Eh bien en ne mettant qu'un seul alien, mais en mettant Ripley dans une prison qui est depuis longtemps abandonnée, avec donc des prisonniers qui doivent s'éclairer à la bougie, et une prison tellement abandonnée qu'ils n'ont pas d'armes. Ce qui fait que bon, l'alien y part plutôt gagnant, il va falloir que Ripley et les prisonniers fassent un super plan pour le niquer. La méchante compagnie est de retour dans ce film-là, à la fin du film, avec l'arrivée de cette compagnie et du chef de la compagnie, le créateur de Bishop, le droïde, et qui du coup a la même gueule, qui est là du coup pour faire douter le personnage, pour faire douter Ripley de se suicider, tout en ayant un visage amical qu'elle connaît. À un moment on croit qu'elle va gober leur connerie, mais elle finit quand même par se suicider dans la lave et d'emporter le dernier spécimen d'alien avec elle. Spécimen d'alien avec elle. Oui. C'est bête parce que le film a été un bordel monstre à tourner, à monter, à écrire, etc. Mais je trouve que le résultat est plutôt positif personnellement. Je veux dire, on critique souvent, mais je pense que c'est un peu à tort. C'est-à-dire que quand même, le film a son identité propre, que ce soit avec la réalisation de David Fincher, avec l'étalonnage, avec le décor de la prison abandonnée qui sied à l'alien et au personnage, on va pas se le cacher. Et les acteurs sont juste fabuleux. Putain quoi, on a le retour de Sigourney Weaver, que je présenterai plus, on a le retour de Lance Henriksen, on a Laurence Fishburne qui a quand même tourné dans Matrix, Passengers, John Wick et plein d'autres films, et on a quand même Charles Dance qui joue dans Game of Thrones et dans Imitation Game. Quand même le casting. Quant aux musiques, elles sont signées Elliot Goldenthal, qui nous a fait les musiques de Entretien avec un vampire, Heat, et aussi les musiques de Batman Forever et Batman et Robin. Ici, pour moi, les musiques sont pas exceptionnelles. Elles font le taf, mais sans plus, à mon sens. Oh putain, je vais le bouffer le chat. Enfin bref, ce film a été un bordel à faire, mais pour moi, il fait bien plus que sauver les meubles. Il est très bon. Moi, je me lasse pas de le voir, de le revoir, personnellement. Pour moi, il fait partie intégrante de la saga Alien. Et pour moi, il vaut le coup. Bon, du coup, on va passer au quatrième film. On va passer... Ah non, c'est pas un alien. C'est pas un alien, ça. Oh putain. « 200 ans après la mort de Ripley, des scientifiques réussissent à la ressusciter en croisant son ADN trouvé sur Fiorina 16 à celui d'un alien. Elle est sur Aurigia, un vaisseau militaire qui encadre ses expériences inhumaines. Les scientifiques ont pu également cloner la reine alien et se fournissent les victimes pour les œufs par le biais de pirates de l'espace qui volent des caissons de sommeil. Même si je ne suis pas un énorme fan de Jean-Pierre Jeunet, je ne peux que reconnaître son travail impeccable sur ce film. Il fait s'enchaîner les situations avec une fluidité assez énorme, et il a un teint jaunâtre dans l'image qui donne un peps et une identité à ce film. Niveau casting, en plus de Sigourney Weaver, on retrouve Ron Perlman visible dans Hellboy, Pacific Rim ou encore Sons of Anarchy, mais également Winona Ryder de Stranger Things, Black Swan, Édouard Main d'Argent, Beetlejuice ou Dracula, ou encore Dominique Pinon du fabuleux Destin d'Amélie Poulain ou encore Dick Henneck. Quant au scénario, il est signé par un mec pas très connu qui a fait des trucs qui s'appellent Firefly, Buffy contre les vampires. Il a aussi réalisé un petit film à petit budget, film d'auteur pas très connu. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle... Oui. Joss Whedon, le réalisateur de Avengers 1 et 2, a signé le scénario de Alien la Résurrection. On sent vraiment la patte de Whedon sur ce film dans le scénario, surtout dans les échanges de dialogue, avec des punchlines dignes de Tony Stark. D'ailleurs, petite anecdote, la scène où Ripley met un panier de dos, faut savoir que l'actrice
Sigourney Weaver, c'était vraiment la première prise. Donc elle met vraiment un panier de dos au pif du premier coup. C'est con, mais moi ça me fait rire. Ici, on oublie la méchante compagnie des 3 précédents films. On a plutôt une bande de scientifiques qui utilisent la science, comme dirait le professeur Malcolm dans Jurassic Park, c'est-à-dire... Vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. D'ailleurs, on le voit beaucoup dans la scène où Ripley tombe sur les anciennes expériences visant à la cloner, qui déjà fait très froid dans le dos, et en plus qui montre beaucoup de saloperies qu'ils ont dû faire avant. Les xénomorphes quant à eux sont à nouveau plusieurs afin d'augmenter le danger, et des scènes comme celle qui se passe sous l'eau permettent de montrer leur adaptation à tous les milieux, ainsi que de renforcer le danger qu'ils représentent. Aussi, l'apparition à la fin du film du Newborn, mélange entre alien et humain, permet d'exacerber l'horreur en montrant une créature informe et nouvelle. Tout ce principe de mélanger humain et alien permet alors de faire un parallèle et de pointer du doigt l'alien, le monstre qu'on porte tous en nous. La relation entre Ripley et Newborn permet également de rapprocher l'humain et l'alien avec une relation maternelle, afin de montrer que nous ne sommes pas vraiment si différents. L'équipage de pirates est fun, sympathique malgré leur boulot et leur comportement parfois de connard, et Ripley est vraiment super cool, même si elle a beaucoup changé depuis les 3 premiers films. Étant donné que ce n'est pas la même Ripley, elle a un côté bestial animal de l'alien qui rend le personnage très intéressant et qui rend l'interprétation de Sigourney Weaver cinglante à souhait, mais vraiment très jouissive. Je dois à nouveau revenir sur Durandal car ce dernier a souligné une notion que je n'avais pas remarquée à l'époque de ce film, qui est la notion de révolte. En effet, que ce soit Ripley, Cole, le Newborn, Larry ou Di Stefano, tous ces personnages se rebellent contre l'ordre établi et contre le mal. Donc merci Durandal. Cette fois-ci, niveau Android, on a Cole, dont on ne voit pas vraiment la différence comportementale entre un humain et un robot. Cette dernière fait ce qu'il lui pense être juste, et pas vraiment suivre les ordres, elle-même s'étant rebellée contre ses concepteurs. Et cette fois-ci, niveau musique, la BO est signée par John Frizzle, qui a fait les BO de 13 Fantômes, un film de merde que j'ai vu qui s'appelle Evil Angel, Massacre à la tronçonneuse 3D, enfin que du bon goût. Et du coup, cette fois-ci, les musiques sont plutôt bonnes, elles sont correctes, elles font le travail, elles font le café, mais ça reste quand même moins bon que les 2 premiers films. Donc voilà. Ce film reste des 4 celui que j'aime le moins personnellement, mais cela reste totalement subjectif, c'est mes goûts à moi, je remets pas du tout en cause la qualité du film. Mais par contre, la Director's Cut apporte 2 choses que j'adore, une introduction différente qui pour moi a des effets spéciaux dégueulasses, mais qui pour le coup est très inventive. Et oui, Jurassic World, on avait capté que t'avais repompé de manière nulle. Et oui, et c'est qui le mauvais tricheur? Et c'est qui le mauvais tricheur? Wiggy googie googie. Et aussi la fin de la Director's Cut est beaucoup moins happy ending, elle est beaucoup moins fun. C'est-à-dire que Ripley, après des dizaines, même des centaines d'années de galères, 4 films à affronter des aliens, elle revient enfin sur Terre, seulement la planète est dévastée. Pour le coup, je trouve ça génial, il faut avoir eu les couilles de le faire. C'est une fin un peu en demi-teinte, douce amère, et je trouve ça génial. Enfin bref, même si j'aime un peu moins le 4e film, ils sont tous les 4 excellents, je vous conseille de tous les voir sans exception, même les voir en version longue Director's Cut comme je vous l'ai dit, donc regardez-les. Pour l'instant, cette émission-là, on a fait le haut du panier de la saga. La prochaine fois, on va devoir s'attaquer aux 2 versus Predator et aux 2 films de Ridley Scott. Autant dire qu'il va me falloir du courage. Donc en attendant, pour me donner du courage, et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, donner votre avis, ça nous fait chaud au cœur et ça nous aide beaucoup. En attendant, pour me donner du courage, je vais buter quelques aliens en attendant. Bisous, c'était Hermite. À la prochaine. Oh, toi, je vais t'enculer.